Nouveau webinaire organisé par Dimo Software, Basware et Altea. Je suis ravi de passer une heure avec vous sur un thème qui occupe actuellement l'ensemble des entreprises en France, qui est la réforme de la facture électronique. Effectivement, on voit arriver un tournant majeur pour les process de facturation de nos entreprises partenaires. Et pour cette session, aujourd'hui, nous allons passer une heure ensemble et je serai accompagné de Paul. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous. Paul Remy, manager chez Altea, et j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, notamment autour des sujets liés à la dématérialisation et à la mise en conformité de vos factures électroniques. Et également Olivier. Bonjour à tous, Olivier Taligo, je suis chez Basware, donc éditeur de solutions de gestion des processus P2P et facturation électronique, et j'ai en charge les programmes de conformité justement au niveau global. Et donc pour terminer, Régis Fiorido, moi je suis le responsable commercial de l'activité d'IMO Dématérialisation, donc spécialisé sur les processus P2P et O2C, et j'accompagne nos différents clients en France et à l'international sur ce point. Pour cette session, nous avons comme ordre du jour, pour démarrer, une rapide introduction, une présentation de nos sociétés, volontairement succincte pour qu'on puisse ensuite rentrer dans le vif du sujet, avoir un état de situation de tous ces changements réglementaires qui vont avoir lieu là d'ici 2026-2027. On va travailler avec vous sur comment vous préparer à cette réforme, comment bénéficier finalement de cette réforme pour optimiser l'ensemble de vos processus, quels sont ceux qu'il est intéressant de repenser par rapport à ça. Regardez ensuite, pour terminer, comment anticiper cette réforme, les grandes dates, les échéances à tenir pour être prêt et tenir cet objectif. Et puis on gardera un temps de questions-réponses ensemble à la fin pour que vous puissiez effectivement nous interroger sur les points que nous n'aurions pas eu le temps de traiter. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que l'ensemble des micros des participants sont coupés. Vous avez un onglet en haut à droite qui vous permet de poser vos questions. Et comme je viens de le dire, effectivement, nous aurons l'occasion de les traiter juste après cette présentation. En fin de session, nous vous enverrons la présentation et vous pourrez également accéder au replay de ce webinaire. Donc, pour commencer, rapide présentation de nos entreprises. Olivier, je te laisse nous parler de Basware. Basware, oui. Donc, Basware est, comme je le disais tout à l'heure, un éditeur de solutions SaaS, de gestion des processus P2P et en particulier donc également des documents de facture. Donc, c'est une société qui existe depuis un peu plus de 40 ans maintenant, qui regroupe 1300 collaborateurs à travers le monde et qui accompagne à peu près 4000 clients et encore une fois de manière globale. Et qui est activement engagé effectivement dans la réforme de la facturation en France, puisque nous sommes enregistrés comme étant plateforme partenaire, alors enregistrés sous réserve, on en reviendra un peu plus tard, comme nos petits camarades, mais voilà, nous faisons partie des acteurs qui pourront vous accompagner également sur le marché français. Côté Dimo Software, donc nous sommes experts des processus P2P et O2C maintenant depuis plus de 15 ans. Le groupe compte environ 320 collaborateurs, dont la majeure partie est présente sur le territoire français, ce qui nous permet de générer un chiffre d'affaires d'environ 45 millions d'euros. Et nous avons la chance d'accompagner aujourd'hui plus de 4000 clients. Donc Dimo Software, c'est un groupe qui dispose de 8 domaines d'expertise. La dématérialisation, bien évidemment, l'activité phare et dont nous allons parler aujourd'hui, mais nous avons également d'autres domaines d'expertise, toujours périphériques aux ERP. On va pouvoir également accompagner chez Dimo Software les clients sur la partie GMAO, sur l'élaboration budgétaire, sur les processus financiers plus largement, mais nous disposons également de savoir-faire sur la CRM et sur le SIRH. Et Altea, donc, nous sommes un cabinet de conseil en management. Nous accompagnons les directions métiers RH, achat, finance et opérations dans leur transformation digitale depuis plus de 18 ans. Nous avons 250 consultants répartis sur l'ensemble de la France pour 28 millions de chiffre d'affaires l'an dernier, dont 30% général international.
Et nous avons 800 références, dont 60% de grands comptes. Chose importante à noter, c'est que nous sommes indépendants de tout éditeur. Ça ne nous empêche pas de participer et d'organiser des événements comme celui d'aujourd'hui, mais nous sommes un cabinet parfaitement indépendant. Très bien, merci à tous les trois à tous les deux pour cette présentation. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous propose un rapide sondage. Donc, vous retrouverez dans l'onglet en haut à droite un sondage avec une question. Pour commencer, comment vous sentez-vous vis-à-vis de la réforme de la facture électronique prévue pour 2026 ? Donc, le sondage est maintenant ouvert. On se laisse quelques secondes pour y répondre. Et à la suite de ce sondage, donc, nous démarrerons la première partie avec Olivier qui va nous faire un état des lieux sur la facturation électronique globalement dans le monde, puisque ce sujet est bien international, et ensuite faire un focus sur le périmètre français. Donc merci à tous pour vos réponses. On se garde encore 2 secondes pour les derniers qui n'auraient pas encore cliqué entre 1 et 4 étoiles. Et puis, on ne jugera pas. Voilà, il n'y a pas de jugement. Olivier, je te laisse la parole si tu veux bien. Merci Régis. Donc oui, effectivement, vous savez que la facturation électronique existe depuis à peu près une trentaine d'années aujourd'hui et est utilisée par les entreprises depuis un certain nombre de temps. En revanche, ce qu'on a pu constater depuis ces dernières années, c'est une évolution très importante dans le cadre de la réglementation liée à la facture électronique. Dans beaucoup de pays à travers le monde, la possibilité de s'échanger des factures électroniques existait. Dans certaines, il y avait effectivement même des réglementations spécifiques autour des normes de la facturation électronique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus de pays à travers le monde rendent ces échanges non plus possibles, mais obligatoires. Et ce, effectivement, dans un but connu qui est celui, effectivement, de pouvoir s'assurer de recouvrir pour tous les pays qui le mettent en place, d'être sûr de recouvrir l'ensemble de la TVA qu'ils doivent recouvrir. C'est donc pas effectivement quelque chose d'anodin pour les différentes administrations fiscales qui mettent ça en place et qui le gèrent. C'est important, mais effectivement, ce qui peut être vu comme une contrainte par les entreprises, et on en parlera un petit peu plus tard, est également l'opportunité effectivement de revoir l'ensemble de ces processus de facturation. La conséquence de cette globalisation, on va dire, des mandats de facturation, c'est qu'effectivement, dans chaque pays, vous allez avoir des spécificités. Même si on peut constater effectivement, malgré tout, une sorte de direction globale avec des contrôles qu'on appelle clearance, donc qui sont des contrôles a priori des factures, il y a malgré tout dans chaque pays des réglementations spécifiques auxquelles les entreprises doivent se plier, ce qui en fait un sujet qui peut être extrêmement complexe et surtout extrêmement coûteux en termes de ressources pour les entreprises, donc pour pouvoir s'assurer qu'en fonction des pays dans lesquels elles opèrent, elles puissent répondre à ces demandes de conformité. Donc l'idée autour de ça et l'objectif de Basware, la mission d'une société comme Basware, c'est justement d'accompagner ses clients dans cette complexité et d'éviter de se retrouver, pour nos clients, de se retrouver soit effectivement à faire entre guillemets du bricolage et essayer de résoudre par eux-mêmes effectivement des situations qui peuvent être complexes et qui sont totalement en dehors donc de leur activité principale, et plutôt de monter un écosystème qui nous permette effectivement ensemble de pouvoir vous aider et vous accompagner dans cette complexité. Donc effectivement, typiquement aujourd'hui, les acteurs présents, des entreprises comme Altea qui ont comme mission effectivement d'accompagner les entreprises dans la gestion de la digitalisation de leurs activités et en particulier des processus comptables, des sociétés comme Dimo Gestion qui vont pouvoir également travailler avec nous pour vous accompagner à intégrer justement des solutions qui vous permettront demain de pouvoir externaliser quelque part la gestion de cette complexité et surtout vous assurer un haut niveau de sécurité justement quant à
à la mise en conformité de vos processus. Alors, justement, quand on parle de conformité, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, on dit, en France, par exemple, il y a l'obligation d'émettre des factures électroniques. Oui, c'est exact. Et en fait, avec un but, comme je vous le disais, principal, qui est celui de pouvoir récupérer la totalité de la TVA récupérable par l'administration. Mais la conformité, ça n'est pas qu'une problématique de taxe, c'est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, dans la conformité, on a tout ce qui est lié, par exemple, à la sécurité des données. Comment on s'assure que vos données de facturation électronique, une facture électronique, elle va voyager via effectivement le réseau Internet principalement, en mode sécurisé bien sûr, mais entre différents points. Et donc, on doit s'assurer que ces données de facture soient bien sécurisées, qu'elles ne puissent pas être modifiées, par exemple, en cours de route dans le process. Donc ça fait partie de la conformité. On a l'archivage légal. Tout comme des factures papier, vos factures électroniques doivent pouvoir être archivées pour être ensuite revues, soit quid pour une administration, quid pour un contrôle, quid pour un litige, etc. Donc effectivement, on doit mettre en place des systèmes d'archivage qui vous permettent de retrouver facilement vos factures. Bien sûr, dans l'ensemble, effectivement, également des pays, on va mettre il y a ce qu'on doit trouver comme données dans une facture. Un numéro de facture, un montant de TVA, une quantité, une typologie de prestation, etc., etc. Ça fait partie, bien entendu, de la conformité. L'interopérabilité est un autre exemple. Bien entendu, toutes les entreprises n'utilisent pas les mêmes solutions, les mêmes outils pour émettre et recevoir leurs factures. Il est donc essentiel que vous puissiez échanger donc tous ces flux de données de facture avec vos partenaires, fournisseurs et ou clients. Et donc pour ça, l'ensemble des solutions doivent être en mesure de pouvoir se parler les unes avec les autres et de pouvoir s'envoyer, encore une fois en toute sécurité, l'ensemble de ces données. Et puis enfin, effectivement, ce qui est très important, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble de votre besoin. Quand on parle de facturation, on parle d'un processus, effectivement, qui est de j'envoie des factures à mes clients, mais je reçois des factures de mes fournisseurs et je dois pouvoir être en mesure de gérer l'ensemble de ce flux de manière pérenne et surtout structurée. Donc voilà, c'est là qu'on voit effectivement que la conformité, c'est un sujet qui est complexe, qui va au-delà uniquement de réglementation fiscale et qui doit être effectivement pensé dans son ensemble et sur lequel effectivement nous pouvons vous accompagner puisque, bien entendu, une fois encore, ça n'est pas le métier premier de l'ensemble des entreprises. Leur métier, c'est de se focuser sur effectivement leur activité principale qui génère du chiffre d'affaires et pas de dépenser trop de ressources dans une complexité qui n'est pas la leur. Pour faire un petit point maintenant plus sur la France, donc la France, comme beaucoup de pays dans le monde, mais surtout en Europe, puisqu'en Europe, on a également une réglementation, vous avez dû en entendre parler également, VIDA, qui, d'ici 2030, obligera tous les pays de l'Union européenne, effectivement, à avoir mis en place un processus de gestion de la facturation électronique obligatoire et effectivement la capacité d'échanger des reportings liés à cette activité, enfin ces échanges de factures au niveau européen. Donc la France, comme beaucoup d'autres pays européens, a décidé, alors c'était en 2022, voire même 2021, loi de finances 2021 ou 2022, de mettre en place justement effectivement ce mandat de facturation obligatoire sur le marché français pour les entreprises françaises assujetties à la TVA. Donc ils étaient partis sur une idée un petit peu plus, on va dire, complète, pour ne pas dire complexe, que nos camarades européens, avec la mise en place d'une plateforme dite PPF, plateforme de facturation, qui devait centraliser l'ensemble des flux de factures. Donc, ils étaient partis là-dessus avec effectivement l'objectif que toutes les entreprises puissent se connecter sur cette plateforme pour échanger les factures entre entreprises. Bon, très vite, ils se sont rendus compte que tout seul, ils ne pourraient pas le faire. Donc, ils ont introduit la possibilité d'avoir un environnement partenaire, qu'on appelle plateforme de dématérialisation partenaire, et qui, effectivement, permettrait de diffuser un peu le flux et de ne pas le concentrer que sur une seule plateforme. Et du coup, peut-être de limiter la plateforme publique de facturation à des entreprises plutôt de petite taille, voire les auto-entrepreneurs, pour leur offrir une solution gratuite qui leur permettrait effectivement de répondre à la réglementation. Donc, tout le monde est parti là-dessus. La complexité de développement de cette plateforme publique de facturation a amené l'administration fiscale l'année dernière, en 2023,
à repousser le calendrier, puisque cette réforme devait entrer en vigueur début 2024 pour un pilote et cet été, l'été 2024 en production. Donc, il y a eu, ça vous le savez tous également, une modification de ce calendrier. Et maintenant, donc, nous sommes sur un calendrier avec une mise en production en septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI et septembre 2027 pour l'ensemble donc de l'environnement entrepreneurial français. Ça, c'était la dernière nouvelle. Donc, nous étions tous en train de travailler sur ce nouveau calendrier et surtout sur donc le calendrier des phases pilotes qui doit démarrer en 2025. Et puis là, en 15 octobre, vous avez également dû avoir cette information. Nouveau rebondissement. L'administration française s'est dit, tiens, en fait, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir une plateforme publique de facturation? Est-ce qu'on est capable de gérer ce type d'infrastructure, sachant qu'effectivement, il y a toutes ces plateformes partenaires avec lesquelles on a travaillé ces dernières années, et on se rend bien compte que c'est pas si simple, que beaucoup de ces entreprises partenaires existaient depuis un certain nombre d'années, avaient développé des plateformes, et que c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, on va limiter l'usage de la plateforme publique de facturation à un rôle d'agrégateur et un rôle de mise à disposition pour justement ces plateformes partenaires d'un annuaire qui leur permettra de pouvoir router effectivement les différentes factures. Parce que ce qu'on voit effectivement, c'est qu'une PDP, quelque part, quand on regarde un peu dans le détail, ça ressemble un peu à une poste restante. Donc, vous allez envoyer effectivement une facture, mettons que c'est sur le papier, vous la mettez dans une enveloppe, vous l'envoyez à une poste restante, et puis votre client va à la poste restante et va récupérer cette facture. Les PDP vont jouer un peu ce rôle de poste restante, et ils vont vérifier un certain nombre de choses. Ils vont vérifier que vous avez la bonne enveloppe dans laquelle vous mettez votre facture. Alors, l'enveloppe, ce sont les formats d'échange de factures. Donc, on a du C2I, on a de l'UBL, on a du FactureX, par exemple. Donc, 3 typologies d'enveloppes. Donc, si l'enveloppe n'est pas bonne, la facture est rejetée. Et puis ensuite, on va vérifier effectivement ce qu'il y a dans l'enveloppe, donc la facture en tant que telle, avec un certain nombre d'informations, de mentions obligatoires, pour s'assurer effectivement que ce qui est dans l'enveloppe correspond bien à une facture. Et puis enfin, on va vérifier l'adresse du destinataire, en l'occurrence, la poste restante du destinataire. Et ça, on va le faire avec l'annuaire, qui est mis à disposition par l'administration fiscale et qui va la mettre sur la PPF, cet annuaire, et qui vont permettre à l'ensemble donc des PDP, poste restante, de s'assurer effectivement que la facture dans la bonne enveloppe, la bonne facture dans la bonne enveloppe sera envoyée au bon destinataire. Voilà le nouveau modèle. On avait un modèle en Y, c'est toujours un modèle en Y, mais cette fois-ci, c'est un modèle en 5 points uniquement, donc fournisseur, PDP, PDP, PPF, PPF, PDP, PDP, acheteur. Pour pouvoir faire tout ça, on va effectivement travailler, on doit, je vous le disais tout à l'heure, s'assurer de l'interopérabilité, et particulièrement dans le cadre français, puisqu'on va devoir être interopérable avec l'ensemble des PDP. Alors aujourd'hui, on a 78 qui ont été immatriculés sous réserve. Sous réserve parce qu'effectivement, les levées de réserve se feront fin 2025, une fois qu'on aura finalisé les tests qui vont démarrer en mars, justement de connexion à la PPF et à cet annuaire. Et ensuite, toutes les PDP qui ont rempli le cahier de test de manière conforme et satisfaisante auront une levée de réserve et seront certifiés PDP. Je referme la parenthèse sur ce sujet-là. Mais donc, effectivement, pour qu'on puisse, nous tous, discuter les uns avec les autres, depuis le début, on a travaillé dans le cadre de la FNFE. Donc, la FNFE, c'est la Fédération nationale de facturation électronique, qui regroupe, on va dire, tout l'écosystème autour de la facturation électronique en France et qui travaille aussi avec l'administration, sur un proof of concept avec le réseau PayPal. J'imagine que vous avez plus ou moins tous entendu parler du réseau PayPal. C'est un méga réseau d'échange de données qui est déjà utilisé dans beaucoup de régions du monde et de pays, justement pour faire de l'échange de factures. Donc, on a développé avec PayPal un accès et un routage qui soit spécifique pour la France et qui permettra à l'ensemble des PDP, en étant connectés sur le réseau PayPal, de s'échanger l'ensemble des données. Donc ça, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Et donc, le calendrier, comme je vous le disais, à venir, pour la mise en production, ne change pas.
La seule chose qui va changer, c'est qu'effectivement, on va avoir une phase pilote un peu lourde, on va dire, entre les différentes PDP et PDPF sur l'annuaire. Donc, il y aura une phase de bêta-test qui commencera début janvier et qui va se faire jusqu'au mois de mars, donc le 3 mars 2025. À partir du 3 mars 2025, toutes les PDP pourront accéder justement à la PPF et commencer à travailler avec l'annuaire et échanger des données entre PDP. Ce test va courir à peu près jusqu'à la fin Q2. Et donc, à partir de septembre, au vu du résultat de ces tests, comme je vous le disais, l'administration fera les résultats et donnera les numéros d'accréditation définitifs aux plateformes partenaires pour un démarrage d'une phase, là, entre guillemets, de pré-production en pilote à partir du 1er janvier 2026, où toutes les plateformes PDP pourront commencer donc à intégrer leurs clients et à commencer à échanger les données réelles de facturation entre elles, avec l'objectif, bien entendu, d'avoir connecté les 7,5 millions d'entreprises françaises. Alors, un peu moins, puisqu'il y en a qui ne pourront démarrer qu'en 2027. Mais en tout cas, tout l'écosystème des entreprises, grandes entreprises et ETI, qui devront, elles, être prêtes en septembre 2026. Donc, pour finir, encore une fois, donc voilà, c'était pour faire la boucle. En France, comme dans les autres pays, ce qui est très important, et ce qui a été mis en place et ce qui est réglementé, c'est tout le processus donc de vie, que ce soit en émission, en réception, donc l'envoi de la facture, la réception, son traitement, et c'est là effectivement qu'il y a une opportunité d'amélioration des processus pour vous tous, c'est d'utiliser justement, entre guillemets, cette contrainte réglementaire pour revoir vos processus d'émission et de réception de factures de manière à l'optimiser, à l'automatiser le plus possible. Aujourd'hui, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, mais il y a des véritables gains de productivité à faire en mettant en place ce type de processus qui vous permettra aussi d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de vos échanges, puisque la plupart des solutions, et en particulier les nôtres, effectivement, vous permettent d'avoir des reportings qui vous donnent une visibilité immédiate donc à l'ensemble des flux entrants et sortants de vos factures, et qui permettent, on en reparlera effectivement, de pouvoir avoir des impacts drastiques en termes de process, mais également en termes de BFR, par exemple. Et puis enfin, encore une fois, l'archivage, très important. Alors en France, les factures doivent être archivées pendant 10 ans et accessibles pendant 10 ans. Donc là encore, quelque chose d'extrêmement important et pour lequel, effectivement, on peut vous accompagner. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat et on y répondra en fin de session. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour cet état de situation. Effectivement, en France et à l'international, on voit qu'on va tendre vers cette facturation électronique globale. Et pour cela, maintenant, Paul, si tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont on peut se préparer à cette RFE. Merci pour la transition. Alors, avant de vous parler un peu de comment vous y préparer, je vous propose de prendre le temps de regarder un peu l'état du marché en France avec quelques statistiques issues d'un baromètre de juillet 2024 sur des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Je ménage un peu mon suspense. Tout d'abord, 80%, c'est le nombre de ces grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire qui sont déjà équipées d'une solution de facturation électronique. Donc, on le sait, la dématérialisation des factures, ce n'est pas un sujet récent et on le constate sur ces typologies d'entreprises. 80% ont déjà une solution. Maintenant, on a quand même 47% de ces entreprises équipées d'une solution de facturation électronique qui dématérialisent moins de 50% de leur facturation fournisseur en particulier. Donc, des entreprises qui sont équipées de solutions, mais qui ne les exploitent pas à leur plein potentiel et avec des flux de facturation électronique qui ne sont pas encore la norme. Et donc, on imagine des flux de facturation autres non dématérialisés. Les entreprises en France ont bénéficié du décalage de la réforme de 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'elles ont pu en faire? Comment les entreprises ont pu mettre à profit ce décalage de la réforme? Aujourd'hui, pour 70% de ces entreprises, c'est l'opportunité
de prendre le temps de mettre en place plus d'automatisation sur leur flux de facturation. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder aussi aujourd'hui. Et d'aller chercher des gains en termes de traitement des factures, que ce soit sur le processus de facture fournisseur, la facturation entrante, ou sur la distribution des factures clients. Aussi, pour ces entreprises, c'est l'occasion de voir ce projet de facturation électronique française avec un œil plus global et de prendre le temps d'aller chercher une plateforme qui va couvrir le besoin de mise en conformité sur plusieurs pays. Donc, on le voit sur nos partenaires français, mais qui sont aussi présents à l'international. Le délai leur a permis de prendre le temps d'aller chercher une solution qui sera PDP en France, mais qui va aussi leur permettre d'adresser les problématiques de mandat de facturation dans leurs autres pays d'activité. Donc, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que la RFE, elle impose de dématérialiser 100% de vos flux de facturation, et ça, c'est nouveau. La dématérialisation, comme on l'a vu, c'est un sujet qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Par contre, être en capacité de dématérialiser 100% de vos factures, ça, c'est la nouvelle contrainte qu'introduit cette réforme. Jusqu'à présent, on pouvait s'en sortir en dématérialisant le gros des flux de facturation et puis en continuant à traiter de manière plus manuelle les factures en exception. Mais il va falloir être capable d'aligner ces process métiers, d'aligner ces SI Finance et puis vos solutions de dématérialisation pour que dans 100% des cas, vous puissiez rentrer dans les cases prévues par la réforme de la facturation française. On voit donc ces nouvelles complexités qui est imposée aux entreprises et qui vous oblige à prendre le temps de la réflexion pour vous préparer à ces nouveaux enjeux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous préparer ? Là, j'en profite pour commenter le résultat du sondage. Vous avez été 70% en toute honnêteté, et je vous remercie, à avoir sélectionné 1 ou 2 étoiles par rapport à votre niveau de préparation. Donc, vous êtes intéressé par ces sujets de préparation et de chantier à mener d'ici à l'échéance de 2026. Ce qu'on recommande, nous, à nos clients d'effectuer, c'est déjà un schéma directeur. Il y a tout un enjeu sur la cartographie des flux de facturation pour identifier les équipes, les process métiers et puis les SI, les systèmes d'information qui correspondent à ces process de facturation qui vont être adhérents à des points d'adhérence avec cette réforme de la facturation électronique. La réforme va apporter des obligations qui vont avoir des impacts potentiellement sur vos équipes, sur vos SI métiers et les solutions de distribution et réception des factures que vous allez mettre en place. Ce schéma directeur, ça va être aussi l'occasion de prendre le temps de réfléchir à l'harmonisation de ces flux et de prendre du recul par rapport à une cartographie applicative et une cartographie process pour simplifier les flux de facturation, puisque, comme je l'expliquais plus tôt, vous allez avoir l'obligation de, dans 100% des cas, faire en sorte que votre facturation soit possible selon les contraintes de cette RFE. Le schéma directeur, du coup, va vous donner une vision par rapport à la mise en place de la facturation électronique. Par contre, on vous encourage à aller plus loin que cette vision et à aussi prendre le temps de l'introspection et faire ce qu'on appelle un gap analysis, une analyse des écarts entre la situation à date de votre entreprise et les obligations qui sont exprimées dans les spécifications externes de cette réforme de la facturation électronique. En particulier, cette analyse des écarts, elle va vous permettre d'identifier des chantiers préparatoires qu'il faudra réaliser pour préparer la bascule vers la facturation électronique et qui sont des chantiers qui peuvent avoir des conséquences en change management, en organisation et qui peuvent vous imposer de faire des évolutions sur vos systèmes d'information finance et qui, du coup, vont prendre du temps au-delà du projet de déploiement d'une PDP. Donc, sujet important de préparation qui va vous permettre de préparer le terrain pour le déploiement de la PDP aussi, en travaillant notamment sur la mise à niveau de vos référentiels, la mise à jour de vos solutions métiers si c'est pertinent. Enfin, bien évidemment, le dernier chantier de préparation, c'est bien choisir sa PDP. Grâce à un schéma directeur bien effectué, on
connaît quels sont les flux de facturation à sécuriser. On a identifié les besoins d'intégration de la solution de PDP avec notre SI Finance. Grâce au Gap Analysis, on a préparé les référentiels et les process métiers pour venir déployer cette solution PDP qui va nous permettre de recevoir les factures électroniques et les distribuer. On parle ici d'une PDP, mais vous avez la possibilité dans cette réforme de choisir plusieurs PDP en fonction de besoins métiers différents sur l'entrant et sur la facturation sortante ou en fonction d'activités, notamment commerciales, différentes. Merci Paul, ça me fait une transition effectivement toute donnée puisque le choix de la PDP va reposer sur différents critères pour vous. Bien évidemment, il y a cette stricte mise en conformité qui peut être couverte, mais nous, on vous invite plutôt à repenser globalement vos processus, chercher des optimisations finalement pour transformer cette réforme de la facture électronique en une opportunité et ne plus finalement la subir, mais essayer de prendre les rênes et de pouvoir améliorer vos organisations en profitant de cette obligation. Donc, quand on parle de repenser ces processus, on va avoir, vous l'aurez compris, deux pans. On a le processus de vente, le processus d'achat. Sur la partie processus de vente, on va être capable de vous accompagner pour ça, et c'est ce vers quoi on souhaite vous amener, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble de vos flux au travers d'une plateforme multicanale. L'idée n'est pas seulement de se concentrer sur cette mise en conformité française, si c'est pour réouvrir ces mêmes chantiers finalement tous les 6 mois dans les années à venir pour adresser vos clients en Europe, voire dans le monde. Une plateforme multicanale aujourd'hui, c'est finalement une plateforme qui va être capable d'émettre l'ensemble des flux selon les formats attendus par les différents pays cibles, sans oublier les canaux qui vont permettre d'envoyer, j'ai envie de dire plus classiquement, les factures, comme le PDF par exemple, des factures qui seraient envoyées directement par email. Donc une plateforme multicanale comme Basware, ça va vous permettre d'envoyer des flux par email, d'adresser même des mises en œuvre de flux EDI pour rentrer dans des cercles vertueux avec des commandes qui sont également dématérialisées issues de vos différents clients. Et bien évidemment de pouvoir se connecter aux différents portails gouvernementaux. Lorsque l'on a automatisé ce premier point, finalement qu'on a ouvert cette plateforme de routage, on va être capable de gagner en visibilité. Et c'est là où on va aller chercher plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui dans les organisations avec lesquelles on travaille que les factures clients sont émises de différents systèmes d'information. Vous avez un outil qui va permettre de générer de la facture client sur telle catégorie, puis c'est un autre outil qui intervient pour compléter, et quand on est sur un périmètre international, alors là, on retrouve une multitude d'outils de gestion qui vont être capables de générer des factures clients qui doivent ensuite être émises. Donc, le fait d'avoir cette plateforme unique va permettre d'avoir une visibilité globale, de mieux piloter finalement l'ensemble de ces flux, de les monitorer également, de pouvoir rapidement en connaître le statut d'avancement. Et finalement, une fois qu'on a permis d'avoir cette plateforme unique, une meilleure visibilité, on va pouvoir rentrer dans une dynamique d'optimisation continue, puisque l'automatisation des envois étant réalisée, le pilotage de ces envois étant également fait, on va pouvoir se concentrer sur l'encaissement de ces factures clients et aller jusqu'au recouvrement. L'idée est de pouvoir vous accompagner en fait sur une boucle complète où encore une fois on ne se limite pas à la simple émission de la facture, cette simple mise en conformité que l'on subit, mais bien d'en profiter pour être capable d'émettre en masse sur une plateforme unique et adresser finalement la réglementation dans tous les pays dans lesquels vos entreprises sont implantées. Si maintenant on regarde le pan côté processus achat, donc la facture fournisseur finalement, alors là on va rentrer dans une dynamique d'automatisation de la compta fournisseur dans un but d'augmenter la performance et l'efficacité de ce pôle pour qu'ensuite il puisse se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Avant de rentrer dans les fonctionnalités à proprement parler, on distingue différents axes d'amélioration dans la mise en œuvre d'un process de purchase to pay ou de dématérialisation des factures fournisseurs. Ça va être dans un premier temps, ce que beaucoup d'équipes comptables attendent, la diminution des délais de clôture. Avec une solution automatisée, on va être capable d'avoir une meilleure visibilité, encore une fois, et d'être plus dans les temps quand on va devoir finalement clôturer les comptes, que cette clôture soit mensuelle ou annuelle. On va également améliorer la relation avec vos fournisseurs. La loi de finances va permettre de donner de la visibilité sur les statuts des factures. Donc, ils vont voir l'état d'avancement chez vous du traitement de ces factures-là. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas se limiter à cette obligation française, d'avoir un scope plus grand et de pouvoir donner de la visibilité sur les statuts pour vos autres fournisseurs, entre guillemets, les non assujettis à la TVA ou les fournisseurs étrangers. Et on va également travailler sur un axe d'amélioration qui est la réduction du risque financier. Dans un premier temps, avec une solution de dématérialisation, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, améliorer vos délais de paiement, ce qui indirectement vous évitera les amendes de la DGCCRF. Ça va vous garantir une piste d'audit fiable, puisque l'ensemble des éléments seront tracés entre la réception de la facture jusqu'à son bon paiement. Ça va donc vous éviter les risques de non-conformité, puisque vous serez conforme peu importe les pays où vous êtes installé. Et assez simplement, ça va limiter les erreurs de paiement, puisqu'aujourd'hui, on constate que dans les organisations, il y a encore beaucoup d'anomalies de paiement en double ou autres. Et une solution comme Basware, typiquement, permet, via l'un de ces modules, de piloter tout ça. Si maintenant, on regarde la partie gain, sinon si on parle un petit peu fonctionnalité autour de ces solutions de dématérialisation qui vont vous permettre, vous, de faire le choix de la PDP la plus adaptée, ça va être les différentes étapes dans lesquelles on peut intervenir, dans lesquelles vous avez des pistes d'optimisation. Un premier exemple, les factures sur commande. Aujourd'hui, l'important quand on a réussi à engager ces achats, ça va être d'optimiser le traitement des factures associées. Basware va permettre le plus haut taux d'automatisation sur ce pan. C'est un moteur de rapprochement puissant qui existe depuis maintenant plus de 30 ans et qui va permettre de gérer des cas complexes. L'idée étant d'avoir plus de la moitié rapidement de vos factures qui sont sur commande, d'être traitées sans intervention humaine. On va être capable potentiellement de gérer des rapprochements, bien évidemment, une facture, une réception, une commande, mais on va pouvoir y ajouter des tolérances en euros, en pourcentage. On va être également capable de gérer les cas plus complexes. J'ai des frais de port. Comment je peux les imputer automatiquement? Comment je peux libérer une facture même si j'ai un frais de port que je n'avais pas estimé? On va également pouvoir gérer de la réception multiple. Donc, que ce soit multifacture, multiréception, multicommande. Alors, tout ça, ce sont des exemples qui font qu'aujourd'hui, avec Basware, on accompagne nos clients vers le plus haut taux d'automatisation, puisque finalement, la complexité arrive dans justement les cas d'exception. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, une solution informatique peut très simplement être capable de rapprocher une facture de sang d'une réception de sang et d'une commande de sang. Le diable va se cacher plutôt dans tous ces écarts et tous les cas multiples que vous pouvez rencontrer. J'ai cité tout à l'heure les frais de port, mais on va retrouver par exemple des avoirs a posteriori. On va retrouver également des cas de factures d'escompte, etc. Donc tout ça, ça va être un périmètre que vous aurez identifié en amont, potentiellement avec les équipes de pôle, lors de l'analyse de l'existant, et qu'on va pouvoir nous optimiser derrière à l'aide de la solution, d'une solution de dématérialisation. Je vous ai donné l'exemple de la facture sur commande. Si on se penche également sur les factures sans commande, là, on va retrouver d'autres dynamiques qui ont toujours vocation à améliorer les processus chez vous. Je pense notamment à l'imputation automatique de ces factures. On va être capable de vous proposer des moteurs d'intelligence artificielle ou des imputations qui sont basées sur du machine learning pour finalement, quand on voit revenir des factures d'un même fournisseur, être capable de suggérer, voire d'imputer automatiquement ces factures pour faire gagner du temps aux équipes comptables ou aux éventuels valideurs qui doivent intervenir sur ces imputations. Et là, je parle bien des imputations comptables, mais également les imputations analytiques.
Et enfin, peut-être un troisième et dernier exemple, ça va être la gestion des factures récurrentes. On est finalement sur cet entre-deux. C'est des factures pour lesquelles vous avez un rythme. Chaque mois, chaque trimestre, vous recevez ces factures. Il n'y a pas forcément d'engagement en amont. On va parler par exemple des factures de maintenance, on va parler des factures de loyer, des factures d'abonnement. Et là également, il y a des gains à faire finalement en ne validant qu'une seule fois cette facture récurrente et en mettant en œuvre des calendriers de paiement qui vont permettre de libérer automatiquement ces factures. L'exemple du loyer est assez parlant. À partir du moment où le responsable d'un site chez vous, par exemple, a validé une facture de loyer, on part du principe que pendant une période de 12 mois, si la facture est similaire à celle reçue précédemment, elle ne nécessite pas de nouvelle validation. Toutes ces règles d'automatisation, puisque c'est vrai que c'est un terme que l'on reprend beaucoup sur ce webinaire aujourd'hui, est toujours bordé par des règles. Donc rassurez-vous, on va certes automatiser au maximum, mais également sécuriser. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des règles particulières qui vont permettre de gérer ces exceptions, tout en maintenant le contrôle par les équipes comptables qui pourront intervenir tout au long du process et activer certaines mesures, certaines analyses en parallèle du traitement que réalisera l'outil. Et à partir du moment où on a pu bénéficier finalement de cette optimisation des processus, on va continuer d'y travailler en optimisation continue, c'est-à-dire que la solution, elle est mise en œuvre, c'est très bien, mais derrière, elle doit vivre. Et c'est là où les équipes d'IMO vont également vous accompagner, c'est être capable de mettre le doigt sur les anomalies qui freinent aujourd'hui les traitements. La question finalement, c'est comment encore améliorer l'efficacité de mon pôle compte à four. Est-ce que je peux mener des actions en interne, c'est-à-dire voir des goulots d'étranglement. Typiquement, aujourd'hui, vous avez des équipes comptables qui sont débordées et peut-être d'autres équipes, d'autres personnes dans cette même équipe qui le sont moins. On va être capable de voir la charge de factures, mais également le temps passé sur ces factures, puisque la complexité fait qu'elles peuvent être plus ou moins chronophages. On va être capable d'optimiser également j'ai envie de dire, les relations avec vos fournisseurs, dans le sens où une solution comme celle-ci va permettre d'identifier les fournisseurs chronophages. Et donc là, encore une fois, les équipes comptables pourront se recentrer sur des tâches qui vont leur permettre de solliciter ces fournisseurs, de trouver des solutions, encore une fois, pour les faire rentrer dans ce moule de l'automatisation qui nous est, on va dire, poussé déjà par la réglementation, mais en tout cas, vraiment être capable d'en tirer parti. L'idée, toujours quand on va parler d'automatisation, ça va être d'être capable de sécuriser et d'adresser les bonnes personnes. Un dernier point, quand on parle d'amélioration des processus, une fois qu'on les a couchés sur le papier, l'idée, ça va être de les retravailler. Une facture, qu'elle soit avec ou sans commande, mais j'ai envie de dire, si j'ai un écart à valider ou si j'ai tout simplement la facture entière à valider, l'idée, ça va être de vous proposer des workflows performants, intelligents, qui vont permettre d'adresser tout de suite la bonne personne. C'est là où on constate régulièrement des ralentissements sur le délai de prise en compte chez nos clients. C'est vraiment sur cette facture qui arrive. Je ne sais pas à qui je dois la faire valider. Le valideur n'est pas forcément sûr que ce soit lui de la valider lorsqu'il la reçoit. Donc l'idée, quand on va se lancer dans ce type de projet, ça va être d'harmoniser l'ensemble des pratiques au sein de l'entreprise, au sein du groupe, et d'être capable de redescendre un modèle vertueux qui fonctionne. Et là, ça fait partie également de la conduite du changement, c'est être capable d'implémenter une solution, d'en prouver ses gains et son efficacité, et de pouvoir ensuite très facilement la déployer. Pour étayer ces différents points, Olivier, nous avons quelques statistiques pour la partie Basware. Est-ce que tu veux bien nous les commenter rapidement sur ces trois cas? Ah, on ne t'entend plus, Olivier. Mis sur mute. Oui, comme je disais, on fait quelques tics effectivement auprès de nos clients pour effectivement identifier quelle est la valeur réelle qu'ils vont tirer effectivement de l'usage de la plateforme. Et ce qu'on peut effectivement voir très rapidement,
qui est illustré ici, excusez-moi, c'est effectivement le volume de factures qui peut être traité par un comptable. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt des comptables côté facture d'achat. Et donc, on voit que la grande majorité des entreprises, là je parle effectivement plutôt des grandes entreprises, vont être en mesure de gérer de 8 à 10 000 factures par an et par comptable. Lorsque les organisations les plus performantes de l'autre côté, elles, ça sera entre 20 et 25 000. Et les entreprises qui utilisent et qui ont mis en place effectivement un processus de gestion de leurs factures entrantes, donc via la plateforme Basware, on voit que c'est plus du double, puisqu'on va de 50 à 60 000 factures pour un comptable. Donc, l'optimisation et des ressources de la comptabilité est là clairement évidente. Alors, et pourquoi on en arrive effectivement à ce résultat? Et c'est effectivement, comme l'avait expliqué donc Régis préalablement, c'est qu'on a mis en place un certain nombre d'outils qui vous permettent de contrôler et d'automatiser la gestion du flux et la validation de vos factures. Résultat, là encore, les chiffres sont parlants. La plupart du temps, on a en moyenne effectivement pratiquement 11 jours ouvrés pour traiter une facture qu'on aurait reçue d'un de nos fournisseurs. 4 jours pour les organisations qui ont mis en place un certain nombre de processus comme l'OCR, la réception de factures PDF, etc. Donc, on arrive effectivement déjà à drastiquement diminuer le temps de traitement. Eh bien là, on est à moins d'1 jour. Donc là, on ne peut pas dire juste en temps réel que la facture, effectivement, dès qu'elle va être reçue, les contrôles vont se faire. Éventuellement les compléments d'information via nos outils de machine learning ou d'intelligence artificielle vont compléter la facture, la valider et directement l'intégrer dans vos systèmes comptables. Donc là, on passe effectivement à moins d'1 jour, ce qui donc explique la slide précédente où on voyait effectivement la capacité pour un comptable de gérer un flux de factures beaucoup plus important, puisque derrière, il ne va agir que véritablement sur les quelques factures qui resteront en exception, mais qui deviendront totalement marginales par rapport au volume de factures qu'il pouvait traiter jusqu'à présent. Et pour finir justement sur ces optimisations, comment on en arrive à moins d'1 jour et comment on arrive à gérer un volume de plus de 60 000 factures, c'est parce que effectivement les rapprochements éventuels, le contrôle et la validation de la facture sur Basware couvrent 90% minimum en moyenne du flux qui passe par la facture, par la plateforme, excusez-moi. Ça veut dire qu'effectivement, les équipes comptables de nos clients ne vont intervenir que sur 10% d'exceptions qui nécessiteraient d'avoir une intervention humaine. Donc, on voit bien effectivement là encore l'intérêt effectivement de pouvoir mettre en place et de revoir ces processus et de mettre en place derrière l'outil qui permettra de les optimiser et d'arriver effectivement là pour le coup à des retours sur investissement qui sont réels. Les chiffres que vous avez là en face de vous, c'est les chiffres réels sur nos bases clients. Donc, qui témoignent d'ailleurs assez régulièrement justement sur le sujet et sur la capacité qu'ils ont eue de pouvoir générer beaucoup d'économies et donc également aussi, on en a parlé rapidement également, d'avoir beaucoup plus de visibilité, plus proactifs sur leur activité. Tout à fait, merci Olivier. En effet, en synthèse, une manière plutôt simple d'augmenter le volume de factures comptables, c'est d'être capable d'éliminer toute une partie et de ne plus nécessiter d'intervention humaine finalement. Pour terminer, nous allons passer à la dernière partie de cette présentation. L'idée, ça va être de voir ensemble les différentes étapes pour anticiper la réforme. On vous a également ajouté certaines grandes dates, grands jalons, et tout ça reste bien évidemment à pondérer en fonction de vos organisations, mais l'idée ici, c'est que vous puissiez vous projeter et commencer à dimensionner vous le timing associé à cet objectif, la RFE. Tout à fait. Merci Régis. Je vais essayer d'être très efficace pour nous garder un minimum de temps pour répondre aux questions. On a eu des très bonnes questions dans le chat. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous préparer pour atteindre cet objectif facturation électronique
Un conseil qu'on recommande à nos clients, c'est d'effectuer une cartographie des flux de TVA avec un cabinet d'avocats fiscalistes qui fera ça très bien pour anticiper tous ces sujets fiscaux et identifier du coup les différents cas d'usage, par exemple par rapport à la réforme de la facturation électronique française. Ensuite, on vous parle de la réalisation du schéma directeur. Ce schéma directeur, au-delà de créer, déjà de vous permettre de bien formaliser vos flux et de faciliter le choix de la PDP ensuite, il vous permet aussi de mettre en avant les gains que vous allez pouvoir réaliser avec la mise en place de ces solutions de PDP. Et nous, on encourage nos clients à réfléchir aux gains qui vont être atteints, à vraiment saisir cette opportunité, comme on vous l'explique depuis le début de ce webinaire, pour mettre en avant des gains. Pourquoi ? Parce qu'avec ces sujets de conformité, trop souvent, on voit des clients qui ont bien pris le temps de préparer le sujet et qui, au moment de valider l'investissement de ce projet d'ampleur en interne, ont du mal à justifier d'un gain au-delà de la mise en conformité des flux de facturation. Et aujourd'hui, avec des mandats de facturation qui peuvent bouger, vous l'avez vu en France et aussi dans d'autres pays d'Europe, il est important d'aller au-delà de l'exigence de conformité et de bien comprendre que c'est vraiment une opportunité par rapport à vos flux de facturation et du coup de le formaliser lorsque vous prenez ce temps de réalisation d'un schéma directeur. Vient ensuite le temps du choix de la PDP. Alors, pour une aide au choix, on va dire que classique, on va recommander de prendre au minimum 3 mois. C'est un délai un peu incompressible, le temps de rédiger un dossier de consultation, de les mettre sur le marché, de laisser le temps aux offreurs de répondre et puis de finaliser le processus de sélection. Donc, c'est un délai qui est non négligeable et qui peut même être étendu en fonction des besoins de votre entreprise. Notamment, ce qui peut prendre du temps, c'est le temps de contractualisation. Et potentiellement, s'il vous faut choisir plusieurs PDP, puisque c'est possible pour votre entreprise, dans ce cas-là, il faudra compter d'autant plus de temps, peut-être pas pour la partie rédaction du ou des cahiers des charges qui peuvent être parallélisés, mais plus pour la partie sélection avec la diffusion des offres et leur traitement qui demandent de l'investissement du côté de vos équipes et pour lesquels nous pouvons vous accompagner. Ouais, tout à fait. Et indirectement, tu viens de répondre à une des questions, Paul, qui a été posée dans le chat, puisque oui, tout à fait, il n'y a pas d'obligation d'avoir une PDP unique. On va retrouver des PDP aussi bien sur la partie achat que vente, mais on peut tout à fait même multiplier les PDP sur un même scope. Parenthèse fermée, on reviendra aux questions juste après. La mise en place de la solution, là, on est sur une échelle de temps qui est très large, 3 à 9 mois, tout simplement parce que ça va dépendre du périmètre fonctionnel que l'on va couvrir. Encore une fois, si on se limite à l'acquisition et l'émission, ce sont des projets qui peuvent être plus rapides. En revanche, à partir du moment où on va retravailler les processus, on va devoir travailler avec vos équipes métiers pour finalement construire une solution qui soit pensée par les partenaires, mais surtout efficace pour les métiers. Et en fonction de la complexité de vos systèmes d'information, de ce que vous voulez mettre en œuvre, on va avoir un délai qui va pouvoir s'étendre jusqu'à 9 mois. Et enfin, on a un dernier délai qui est celui de déployer cette solution. Encore une fois, on parle ici infiniment de projet informatique. Et un projet informatique, très fréquemment, c'est la mise en œuvre d'une solution sur un certain nombre de sites pilotes, puis un déploiement. Et ce déploiement-là, encore une fois, on a une variable en fonction de vos organisations, mais qui va pouvoir permettre tout de même d'adresser rapidement l'ensemble des filiales, des entités concernées dans vos groupes. Et au-delà du coup de ce projet de déploiement de PDP, de solutions de dématérialisation qui vous permettront d'adresser les mandats de facturation électronique, en parallèle, nous vous conseillons de réaliser ces fameux gap analysis qui sont forcément des exercices locaux puisqu'on vient regarder votre degré de préparation par rapport aux exigences d'un mandat d'un pays et qui vont vous permettre d'identifier ces chantiers à mettre en place en interne. Bien sûr, l'accompagnement au changement des équipes puisque ces sujets ont
des impacts sur de nombreuses équipes de votre organisation. Il ne faut pas le négliger, mais les chantiers autour de l'évolution des SI métiers, qui, comme je précisais, prennent du temps à mettre en œuvre, et de mise en qualité des référentiels, c'est-à-dire travailler sur vos bastières, fournisseurs et clients, qui, pareil, prennent du temps de préparation. Donc, au travers de ces étapes, je pense que vous serez prêts pour cet objectif facturation électronique. Régis, je te laisse prendre la main pour les questions. Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. On va passer aux échanges de questions-réponses. Mais en parallèle de cela, nous en avons une dernière pour vous. C'est par rapport à cette présentation et cette RFE. Vous, concrètement, à quelle étape en êtes-vous? Donc, pendant que vous complétez ce sondage... Pour compléter le sondage, hein, c'est le deuxième onglet en dessous du chat. Alors, on va retrouver peut-être... Alors, effectivement, il y a de nombreuses questions. Ouais. Merci. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Vous êtes très nombreux. Alors, bonjour. Quel est le nombre minimum de factures à traiter par an pour bénéficier des services de Basware? Voilà une excellente question. C'est vrai qu'on parle de plusieurs milliers de factures en général aujourd'hui. Pour faire très simple, nos clients Basware vont traiter entre 20 000 factures par an jusqu'à plusieurs millions. Comment choisir une PDP dans les mois qui arrivent, sachant que l'agrément définitif ne sera attribué par l'administration qu'en septembre 2025? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est des questions qui se posent même d'ailleurs depuis malheureusement trop longtemps. Vous avez plus de 70 partenaires qui sont désormais homologués en attente de confirmation. Olivier, je te laisserai compléter, hein, bien évidemment, par la suite. Je vois difficilement comment des candidats qui ont positionné aujourd'hui, qui ont fait des efforts de R&D depuis plus de 3 ans, qui se sont mis en conformité, se retirerait du marché ou perdrait cette homologation. En tout cas, je parle là ici des acteurs clés du marché. Donc, par rapport à cela, j'ai envie de dire, il faut avancer. Nous, certains clients nous ont fait confiance déjà il y a plus de 2 ans sur ce point-là, en partant du principe qu'effectivement, quand vous avez des éditeurs de logiciels dont le métier se résume à traiter des factures entrantes et sortantes, c'est très peu probable qu'ils ne se mettent pas en conformité sur ce point. Olivier, je ne sais pas si tu as un mot à rajouter là-dessus. Tout à fait. Et juste pour dire que c'est vrai que sur les 70 candidats qui ont déjà été pré-certifiés, une grande majorité sont des professionnels du domaine et il n'y a aucune raison qu'ils perdent leur accréditation. Ensuite, il va y avoir également de nouveaux acteurs, hein, puisqu'on s'attend à ce qu'il y en ait à peu près une centaine d'ici à la fin de l'année. Et en fait, beaucoup seront ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire qu'ils utiliseront les plateformes PDP des autres. Donc, il y a peu de risques, d'autant plus que maintenant, encore une fois, que l'administration fiscale a pris la décision, elle, de ne pas offrir ce service auprès de la PPF. Donc, ils vont pas en plus derrière limiter le nombre de PDP. Au contraire, ils cherchent toujours à augmenter le nombre d'acteurs pour justement pouvoir couvrir l'ensemble comme je disais tout à l'heure, des 8 millions d'entreprises françaises. Donc, le risque aujourd'hui, il est vraiment très faible si vous travaillez avec ceux qui ont déjà été présélectionnés. Et si vous avez l'occasion de faire un choix de PDP, c'est un sujet à aborder avec eux. On vous recommande de vous tourner plutôt vers des acteurs qui ont un historique et qui sont installés depuis suffisamment d'années, voire de le contractualiser, ce passage PDP, d'une manière ou d'une autre. Autre question, qui pilote ce projet dans les organisations? L'IT, la finance? Eh bien, je vais pouvoir vous répondre très rapidement sur ce point-là, puisqu'on mène ces projets au quotidien. C'est les deux. Vous allez avoir la finance, puisqu'on parle de mise en conformité sur de la facture client et de la facture fournisseur. Donc, inévitablement, la finance est concernée sur les typologies de flux à traiter, sur les impacts que ça peut avoir sur le métier, sur la production. Mais vous avez obligatoirement l'IT qui doit travailler là-dessus, puisqu'il y a tout un lot de mentions obligatoires de données qui doivent être présentes sur les factures. Là, je pense principalement à la partie facture de vente. Et il faut vous assurer que ces données sont présentes aujourd'hui dans vos ERP ou dans vos outils de facturation. Donc,
C'est un projet qui est souvent, chez nous, l'idée par la finance, puisque voilà, ce sont les financiers qui ont l'information, qui ont cette pression autour de la réglementation. Mais l'IT n'est absolument pas dissociable de ce type de projet, puisque c'est eux qui vont nous permettre d'arbitrer en fait à chaque fois sur comment on va connecter la solution, bien évidemment, mais surtout comment on va s'assurer que l'ensemble des mentions obligatoires sont bien présentes sur les données pour que le portail public de facturation ne les rejette pas. Un ajout, chers collègues, ou je passe à la question suivante? Non, c'était très clair. Il faut vraiment responsabiliser la finance aujourd'hui. Ce sont des projets informatiques, mais il faut responsabiliser la finance, puisque au final, on parle de fiscalité. Hein. On a besoin d'un sponsoring fort de la finance et qu'elle prenne ces sujets à bras-le-corps. Une question qui me plaît. Quand on a un client qui demande beaucoup d'informations complémentaires pour valider une facture, entre parenthèses, l'État par exemple, comment s'assurer que le processus n'est pas bloqué parce qu'il manque un doc, ce qui permet au client de gagner un maximum de temps avant de l'arrivée? Alors là, aujourd'hui, on va avoir différents points de vue. L'émission de facture au travers d'une PDP vers le PPF permet l'ajout de pièces jointes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Après, la complexité reste à mesurer. Je vous partage un avis qui est plutôt personnel sur ce point-là, c'est que quand on est dans des relations de travail qui nécessitent un nombre important d'annexes, de justificatifs ou autres, moi je pressens tout de même qu'on va rentrer dans une dynamique de portail fournisseur en parallèle qui vont permettre des échanges en masse de documents, de justificatifs. Je pense par exemple à un transporteur qui va avoir énormément de lettres de voiture à ajouter en fait à ces documents pour que la facture lui soit réglée. Tout ça, ça ne transitera pas par le portail public de facturation. Donc, soit la PDP est capable effectivement de mettre en place ce lien d'envoi de pièces justificatives, soit si elles sont plus raisonnables, en tout cas, ou plus faibles, on va être capable de les porter également avec l'envoi de la facture. Paul, Olivier, un commentaire là-dessus ou... Aucun commentaire. Non. Parfait. Alors, comment sera traitée la réception des factures sur un PDP s'il n'existe pas de système pour le traiter? Ça, j'imagine qu'effectivement, c'est pour les micro-entrepreneurs. Ah. Forcément, le système comptable. On ne t'entend pas, Olivier, excuse-moi. Ouais, j'ai perdu le son. Là. De très loin. Excusez-moi. Oui, donc je disais effectivement que probablement effectivement pour les très petites entreprises ou les auto-entrepreneurs donc qui devront intégrer cette réforme en 2027, la question se pose du fait qu'ils n'ont pas forcément comptable en propre. En revanche, vous travaillez probablement avec un expert comptable. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable. Lors des experts comptables, les différents réseaux d'experts comptables ont été vraiment également impliqués dans ce projet de réforme et peuvent et vont vous proposer des solutions qui vous permettront effectivement de pouvoir gérer ce type de flux. Il y avait une question un peu plus haut aussi et qui se remet de la même manière, c'est personne qui posait la question quid des factures B2C, donc vous envoyez à des particuliers. Là encore, rapprochez-vous de votre expert comptable. Donc en termes de réglementation, en fait, vous n'avez pas à envoyer les factures en tant que telles, vous envoyez un e-reporting que votre expert comptable pourra faire et les factures, vous continuez à les envoyer à vos clients particuliers de la même manière que vous le faisiez jusqu'à présent. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, effectivement, ça, c'est un point peut-être important. C'est pour les entreprises de petite taille et les auto-entrepreneurs. Alors, déjà, vous avez un an de plus, mais vos réseaux d'experts comptables, voire vos banques ou des solutions cloud de gestion de comptabilité, etc., vont vous proposer des solutions. Je pense à des sociétés, oui, pourtant, comme Conto, par exemple, qui ne sont pas vraiment des concurrents de nous, et qui peuvent être amenés à proposer des solutions sur le marché, justement à destination des petites entreprises et des auto-entrepreneurs. Et encore une fois, vos réseaux d'experts comptables, voire votre réseau bancaire, il y a certaines banques qui vont proposer des solutions justement pour les petites entreprises et les auto-entrepreneurs. Merci.
Et pour terminer, je vois deux questions là, qui sont assez similaires sur le reporting et sur le B2C et les données qui doivent être contenues. Finalement, une question qui nous demande, est-ce qu'on a déjà les règles obligatoires à respecter? Oui, ces règles obligatoires, elles existent. On en a Tout à très fait. rapidement parlé. Ce sont finalement les spécifications que la DGFiP a émis. Donc, c'est un cahier des charges complet qui est disponible sur la plateforme de l'État. C'est ce qui va permettre justement de connaître l'ensemble des éléments qui doivent être dans vos flux de facture. Et c'est là aussi où Paul et ses équipes peuvent vous accompagner, c'est sur la mise la corrélation entre les obligations et les données par rapport à votre métier. Et enfin, j'en terminerai par cette question. La PDP Basware va-t-elle permettre de gérer le e-reporting et tous les cas d'usage? La question est oui, le e-reporting pourra transiter par la PDP Basware et nous allons couvrir l'ensemble des cas d'usage, puisque voilà, là aussi, j'ai envie de dire, ça fait partie des questions qu'on a traitées tout à l'heure. Ça fait partie de votre choix de PDP, cette capacité à gérer l'ensemble des cas d'usage. Et c'est là aussi où vous pourrez distinguer un acteur sérieux de certains acteurs qui peuvent l'être moins, dans le sens où des historiques de ce métier-là vont forcément gérer l'ensemble des cas d'usage, puisqu'ils les ont déjà finalement dans leurs outils pour les clients existants. Je vois qu'on a débordé de 5 minutes. Nous allons traiter toutes les questions qui n'ont pas été traitées en live. Nous allons vous apporter des réponses là, suite à ce webinaire. Je voulais prendre le temps de vous remercier encore une fois, puisque vous avez été très très nombreux ce matin. Donc c'est un plaisir de pouvoir organiser ce type d'événement. Merci beaucoup Paul, merci beaucoup Olivier pour vos interventions. Merci à toi Régis, merci Olivier. Voilà, et puis peut-être pour conclure, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, à quelle étape vous en êtes, les équipes d'Altea, Dimo et Basware sont là et disponibles pour vous accompagner. À très bientôt, j'espère. Bonne journée à tous, merci beaucoup. Au revoir.